Alors, pour ceux que je ne connais pas, donc a priori que je ne connais pas et qui ne me connaissent pas, je ne suis pas venu vous parler d'un lancement d'un shampoing magique. Mais en fait, plutôt d'innovation frugale. Aujourd'hui, hier et demain, le e-commerce, la grande distribution fait son shopping à Monaco. Mais ce n'est pas seulement ça. Vous ne venez pas seulement avec une liste de shopping, ce que j'ai cru comprendre avec certains partenaires qui étaient venus pour des choses très précises, mais aussi pour partager. L'intelligence naît du partage, et du partage naît l'intelligence, et c'est bien aussi, je crois que Monte Carlo one-to-one grâce à Comexpodium, c'est aussi l'idée de prendre un peu de hauteur en partageant, en se posant, avant bien évidemment la furia de la soirée de gala. Donc aujourd'hui, une présentation en anglais, mais que je vais faire en français, que l'on fait en anglais, mais voilà. Aujourd'hui, le marketing, c'est un sujet d'innovation frugale. L'innovation frugale, ça veut dire quoi? Ça veut dire créer plus de valeur avec moins de ressources. Je m'expliquerai pourquoi. Et en fait, ça passe par, si on regarde les licornes, par une approche qui est très basée sur les usages et basée sur très user-centrique, très consumer-centrique. Ça a l'air très évident, mais finalement, c'est comme un nœud gordien. C'est vraiment difficile à craquer quand on a une grande organisation. Et en fait, l'approche full funnel dans le marketing, en tant qu'entreprise, c'est de considérer qu'on a des clients, des très bons clients, des prospects chauds, des prospects froids, et puis tout le reste du marché. La plupart des sites internet, si je prends la France, le plus grand site e-commerce français, Voyage SNCF, fait un peu plus de 10 millions de visiteurs uniques, mais la population française, c'est 67 millions. Comment aller au-delà? Comment avoir une approche full funnel? Et l'approche full funnel, c'est l'épée du nœud gordien pour demain. Parce que le sujet, en fait, c'est de se dire que la transformation numérique, c'est un peu comme un grand banquet. De grandes sociétés ici sont en train de se développer et n'existaient pas il y a 10 ans, il y a 5 ans, il y a 20 ans. Et certaines disparaissent. Et la question, en tant que dirigeant, on peut être dirigeant d'une entreprise, mais aussi dirigeant d'une BU, c'est de se poser et de se dire, j'ai fait mon shopping ici, j'ai réglé des problèmes, mais est-ce que dans 10 ans, je serai à la table? Ça, c'est sûr, mais est-ce que je ne serai pas dans l'assiette? Alors, je ne suis pas ici pour donner des leçons, je ne pourrais pas me permettre. Certains dans la salle, alors je ne sais pas si certains que je connais bien, qui ont été des mentors dans ma carrière dans le secteur, seraient certainement meilleurs, et je prends conseil auprès d'eux. Et d'ailleurs, je prendrai une phrase d'Abraham Lincoln qui est de dire « La prophétie, c'est une occupation dans la vie des moins profitables ». Vous savez, c'est commenter l'actualité, French Web, le journal du net. Généralement, on passe très superficiellement sur les vrais sujets, donc ce n'est pas vraiment ça qui est intéressant. Mais pourtant, c'est sûr, le futur, c'est maintenant, et ça crée du chaos pour certaines organisations, pour d'autres, ça crée des opportunités. Donc très factuellement, c'est pour ça que je ne fais pas de prophétie, je prends les chiffres. Je pars des chiffres, et si on écoute l'Institut Montaigne, ou l'OCDE ici, on s'aperçoit que dans les 10 prochaines années, dans nos marchés, l'Union européenne, croissance flat, pas plus de 2,75%, quels que soient les marchés. La France fera bien mieux que l'Allemagne d'ailleurs, selon les économistes. On s'étonne tous ici, et c'est le cas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la plupart des secteurs d'activité, peut-être le luxe exclu, peut-être certains secteurs, des nouveaux usages sont créés, des consommateurs, des nouveaux marchés sont créés, des nouveaux business models sont créés. Mais si vous avez un peu, enfin tous, j'imagine, fait de la macroéconomie, si vous avez 2,75% de croissance, vous avez peut-être des sociétés qui font 900% de croissance, mais il y en a d'autres qui vont faire 897% de décroissance. Et ça, c'est le sujet. On est sur des marchés dans beaucoup de secteurs de churn et de maintien de parts de marché. Voilà le sujet. Par soit maintien de parts de marché en faisant perdurer des produits et des activités, ou en tuant des produits et en sortant de nouveaux produits pour rattraper les parts de marché perdues. Il y a quelqu'un que j'aime beaucoup et qui m'aide à réfléchir dans mon boulot quotidien, dans notre organisation chez Radio Moine, c'est Navi Raju, franco-indien, il donne des cours à Stanford, il est aussi le conseiller de beaucoup d'entreprises privées et aussi de pays de par le monde sur le sujet de la disruption. Il part du principe que la disruption, en fait, si on regarde bien au niveau mondial,
C'est des non-sachants qui disruptent, alors que les sachants perdurent avec leur expertise métier. C'est l'exemple de M-Pesa au Kenya sur le paiement mobile. Aujourd'hui, 50% du PIB kényan passe par le paiement mobile, par l'outil mobile. Une leçon pour les opérateurs télécoms et pour les marchés occidentaux. Beaucoup d'innovations sur l'innovation frugale viendront du Sud, pas seulement les jeunes talents de demain. Et la disruption, c'est un peu ça. C'est partir du principe, non pas seulement de mon expertise métier, mais d'accepter que j'ignore. D'accepter que je ne sais pas ce que je ne sais pas. En anglais, on dit souvent « you don't know what you don't know ». Et ça, c'est vraiment un changement d'approche à tous les étages d'une entreprise, de la direction générale, du board, jusqu'à l'intégralité des équipes. Et si on regarde les chiffres, le futur is now et la disruption, c'est demain matin. Alors, on peut discuter, on peut débattre, mais aujourd'hui, si je prends un certain nombre de secteurs, vous avez des sociétés qui n'existaient pas depuis il y a 10 ans et qui aujourd'hui sont quand même dans des marchés où il existait des acteurs historiques et leur valorisation est supérieure. Alors bien sûr, si je prends le cas d'Airbnb, c'est quelques milliers d'employés, quand Accor, c'est 180 000 employés. Il y a Jacques Rocher, de la famille des fondateurs d'Yves Rocher, disait il y a 2 jours, dans une présentation, il ne disait pas seulement à moi, mais à certaines personnes, il disait « Une entreprise, c'est là pour faire du business. Certes, mais c'est aussi là pour avoir des valeurs. » On peut parler du sujet Accor, Airbnb, Peugeot, Tesla, Amazon, Carrefour, Google, Orange. Et dans chacun des secteurs, vous allez trouver forcément... Il a fallu beaucoup d'années pour que Carrefour admette qu'Amazon était dans son univers de concurrence. Pas seulement Carrefour, l'intégralité des distributeurs, des grands distributeurs du monde entier. Si vous cherchez sur Google, vous allez voir qu'en 2030, les prévisions sont que 40% du CAC 40, des entreprises cotées au CAC 40 auront disparu, en seront sorties. Ça ne veut pas dire disparaître totalement. Avalées, sorties, comme EDF et Alstom. Et ça nous aide à réfléchir en disant, demain, eux, mais pas moi, si, peut-être moi. Vous savez l'expression américaine, not in my garden. Oui, les problèmes là, oui, c'est à eux de les régler, mais not in my garden. Et ça, c'est un sujet qui nous aide à réfléchir, se dire, OK, on règle des problèmes, des micro-problèmes, à tout endroit de l'organisation, mais c'est quoi le big game? Un autre économiste reconnu dans le monde, c'est Philippe Aghion, français, conseiller de beaucoup de think tanks au global, professeur à Harvard, que j'ai eu la chance aussi de rencontrer, et de discuter et passer du temps avec lui. Il disait, en fait, quand on regarde, que ce soit les États ou les entreprises, les secteurs d'activité, très simplement, la concurrence, le fossé concurrentiel s'élargit quand la plupart des acteurs font de l'innovation de rattrapage et un fait de l'innovation à la frontière. Est-ce que ce que je suis en train de faire, c'est juste, si je regarde vraiment, je sais que c'est bien ce que je fais, mais si tout le monde fait bien, vous êtes au même niveau, vous n'innovez pas. L'innovation de rattrapage, c'est bien, on fait tous de l'innovation. Et ça, c'est une valeur qu'on partage beaucoup pour nos top clients chez Radio Moine, mais aussi intérieurement. Innovate or die. Et Philippe Aghion explique très bien ça d'un point de vue micro et macroéconomique. Je vous invite à le lire, c'est très court. Voilà. Un autre fait, tout ça c'est factual, c'est la grande tendance du cloud. Ça veut dire quoi le cloud? Ça veut dire du logiciel sur un autre ordinateur, un autre écran. Mais ça veut surtout dire si les investissements dans ce secteur vont être multipliés par 10 ou 16 d'ici 7 à 10 ans, c'est bien parce que vous tous, dans toute votre organisation, vous allez devoir être consumer-centric, user-centric sur les usages au travers de la data, et que c'est vous qui allez financer ça. Alors, c'est les grands acteurs. Est-ce que certains vont mettre leur cloud chez Amazon? Alors, il semblerait, si vous avez lu les news dernièrement, Google Express. Google Express, c'est Amazon bis. Hein. Si vous écoutez Monsieur Vianney, Muliez, ça pose un sujet, Google, la relation au champ. Même si ça se passe aujourd'hui seulement aux États-Unis. Et donc le cloud, ça veut dire, c'est le moyen de cette approche user-centrique, cette innovation frugale et cette approche full funnel. Je ne vais pas vous parler du mauvais terme, l'éléphant dans la salle, la big data. OK, on en a soupé.
Ça fait 4 ans, 5 ans qu'on entend ça. Un autre sujet pour la fonction marketing, changement de paradigme. C'est le plus dangereux et le plus excitant des jobs dans l'entreprise. Selon Deloitte, nouvel entrant sur le sujet du digital, Deloitte Digital, Accenture Interactive, Boston Consulting Group, tous ces gens-là s'affairent dans les boards, dans les COMEX des entreprises sur la transformation digitale. Et un endroit où ils sont très actifs, le marketing. Deloitte a fait une étude tous les 10 ans, la durée de vie d'un CMO, 18 mois. C'était 26 mois il y a 8 ans. Pourquoi ? Parce que ça devient un vrai conundrum, comme on dit. Une situation un peu de chaos, des silos, des outils un peu partout, des budgets, des ressources, des talents. Mais tout ça, c'est un peu des territoires avec des wall gardens à l'intérieur. Ce n'est pas vrai dans toutes les organisations. Un grand nombre de nos clients sont très en avance sur ces sujets-là, d'autres ont déjà préparé des plans, d'autres se posent réellement la question. La question, c'est de se poser la question. La semaine dernière, au MEDEF, grande université de la transformation numérique, le MEDEF, temple de l'industrie et de l'économie traditionnelle, se dit, il y en a marre, les barbares du numérique, alors on veut se parler les yeux dans les yeux. Et Joël de René, biologiste français, MIT, etc., a pris la parole, il a dit, je suis moins, et c'est vrai que le propre ennemi c'est nous, je suis moins effrayé par l'intelligence artificielle que par la stupidité naturelle, notre stupidité, notre ego, notre manque de courage. Et ça c'est un petit sujet quand même. Encore, not in my garden. Non, moi ça va bien. Le mobile là-bas, je sais pas, c'est pas moi. Le CRM, c'est pas moi. Le branding, c'est là-bas. Moi, je suis l'acquisition. C'est pas vrai non plus, hein. Je suis caricature et je suis pas là. Encore une fois, c'est parce que c'est insufflé par les panélistes et aussi par nos clients de dire, situation, c'est quand même, c'est le jeu. On joue un jeu qui va très vite et c'est très amusant, mais parce que user-centric, les usages, c'est quoi? C'est finalement des points de contact en optimisant la lifetime value des consommateurs. On discutait avec un grand cabinet de conseil, un de ces Fat Five ou Big Four, qui était de dire on travaille sur des modèles économétriques de l'impact des investissements marketing sur la bottom line. Ernst & Young ? Ah, d'accord. Ils le savent, le marketing ? Non, c'est la direction générale qui nous a demandé ça. D'étudier tous les points de contact des clients qui ont acheté en 2012, qui sont dans la base, qui font tout un parcours, offline et online, en haut du tunnel, en bas du tunnel. Et à la fin, on s'aperçoit qu'il y a plusieurs options. 1, il n'achète pas, il a changé d'avis. 2, il va aller acheter dans un magasin physique. 3, il va aller chercher chez un concurrent. 5, il transforme en ligne sur le site ou sur le mobile. 5%. 95% des gens qui visitent les touchpoints digitaux transforment pas sur les touchpoints digitaux. Comment réconcilier monde physique, présence télé, site web, application mobile? Connect the dots. Et ça, c'est un vrai sujet, je pense, de ce soir. Et heureusement, ce n'est pas moi qui vais donner toutes les réponses, mais je ne sais pas. Je travaille avec nos clients, nos équipes travaillent avec ça. C'est le vrai sujet. Une approche full funnel, ça veut dire regarder exactement que si on additionne tous les investissements marketing et communication de toutes les entreprises du monde, c'est 607 milliards par an. Inbound, 20%, lower funnel, avec targeting, fidélisation, c'est 20%. Je suis basé sur les offres de prix, la comparaison, la concurrence, enfin tous ces sujets-là. Outbound, la valeur immatérielle d'une marque. Qu'est-ce qui fait qu'Accor, c'est Accor? France is in the air, Air France. Rebranding, 6 fois moins de ressources que le dernier rebranding. Et de le faire sur 47 pays. Chapeau quand même. Mais c'est la valeur immatérielle de la marque. Créer la valeur immatérielle de la marque, je ne vais pas rentrer dans les détails sur les usages, la perception. Mais voilà, tout ça c'est lié. C'est ce qu'on appelle la brandformance, où branding et acquisition finalement travaillent tous ensemble. L'organisation d'un des 3 plus grands telcos en Europe, mais on pourrait prendre pas mal d'organisations. Voilà, le CMO, une organisation assez large. Ce telco, je crois qu'il y a 300 personnes au marketing. De la data, c'est les petits ronds, des budgets, des ressources, des outils. Tout ça, ça ne se parle pas ensemble. Ce n'est pas un integrated stack. Les prestats travaillent en silo. Comment je crée en tant que CMO un écosystème où mon stack travaille ensemble. Isance avec Radium One pour ce client-là.
Eulerian avec ce client, etc. Par exemple, je cite des noms de gens que vous avez pu voir dans la journée certainement. Ou Oracle, ou d'autres. Excusez-moi pour ceux qui sont là dans la salle, j'ai un slide, il y a tous les noms, mais voilà. Alors je vais accueillir Monsieur Franck Gervais, directeur général de la Voyage SNCF, qui aurait pu être sur un des noms des CV parce que son parcours, c'est à la fois très français et très international. Je vais en oublier. X, Pont des Chaussées, London Business School, Stanford. Tu as été directeur du cabinet du PDG il y a quelques années déjà, de SNCF. Tu as pris, après un passage chez FH, tu as pris la direction générale de Thalys. Sous cette direction, Thalys a dépassé le 100 millionième passager. Et depuis 2014, tu es le directeur général de Voyage SNCF, le plus grand site e-commerce français. Merci beaucoup. J'accueille Sébastien Imbert. Sébastien, Digital Marketing Officer de Microsoft France, avec un périmètre à la fois local mais aussi global, et qui est aussi vice-président du conseil d'administration de l'IAB France. Chez Microsoft, depuis quelques années, on est devenu cool. L'humilité, focus, transformation de ligne. Et j'accueille maintenant Stanislas Chavana, vice-président marketing d'American Express France. Alors Stanislas a une expertise métier, comme beaucoup d'entre vous, c'est la finance, puisque sa carrière dans le digital commence en 2000 chez The Bank, pour ceux qui ont, comme moi, fait plus partie vraiment des digital natifs, commence chez The Bank, chez Oni, si on se souvient, et qui a pris plusieurs rôles avant de diriger le marketing d'American Express en France, sur les cartes. Excusez-moi, je prends. J'ai quelques questions pour réagir, mais aussi surtout pour creuser. Et merci à vous pour creuser un petit peu les quelques thèmes un peu factuels, mais peut-être un peu. Quelqu'un me disait hier, tu sais, on est au e-commerce, on est en France, les gens ne s'aiment pas réformer, il ne faut peut-être pas parler. Ça peut être anxiogène ces sujets-là. Mais finalement, non, il ne se passe rien après on a gala. J'étais un peu en avance, excusez-moi. Je n'avais pas saisi que c'était. Je pensais que c'était juste après, donc voilà, un raté de ma part. J'ai pas lu le brief. Ah oui, pardon. Les questions sont pour que le public participe. Quelle réaction on pourrait avoir sur notamment un fait qui est les 10 prochaines années de croissance qui seront assez limitées dans un marché de maintien de part de marché, de churn. Ce n'est pas vrai partout. Dans le luxe, c'est l'euphorie. Dans certains autres secteurs, c'est l'euphorie. Mais un autre à Franck, par exemple, dans le secteur du tourisme et du transport. Alors, bonjour à toutes et à tous. Par rapport à ce que tu as dit, il y a deux aspects dans ce que tu as dit. Il y en a un qui est assez plombant, c'est la croissance pendant 10 ans. Et puis il y a quand même quelques bonnes raisons d'espérer. On était avec Marc ce matin au CA, l'Olivier, sur le CA de la FEVAD. Déjà, le e-commerce va passer de 70 milliards d'euros à 100 milliards horizon 2020. C'est une bonne raison d'espérer. La deuxième, c'est que si on prend des secteurs, il y a le luxe, il y a le tourisme. Tourisme en France, c'est une autre des sources de pétrole. On a 85 millions de visiteurs touristiques chaque année aujourd'hui. On va passer à 100 millions en 2020. Et moi, j'étais avant-hier en Chine. Si on prend la Chine, en Chine, il y a 120 millions de touristes qui, chaque année, vont visiter des pays étrangers. 120 millions. Et là-dedans, combien il y en a qui vont en France ? 3 millions de Français, je crois, qui partent à l'étranger. Non. Alors oui, mais c'est l'inverse. C'est combien de Chinois parmi les 120 millions sont en France ? C'est ridicule, c'est 1,6 million. C'est un petit pourcent, un gros pourcent de cette clientèle. Et quand on sait que ce chiffre de 120 millions, il a fait x6 en 10 ans, on se dit que quand même, pour aller trouver les 15 millions
de touristes qui nous manquent pour arriver aux 100 millions d'ici 2020, il y a plein de raisons d'espérer. Donc après, il faut que tout le monde se fédère, il faut être dans les usages de nos amis chinois, mais je peux vous dire que c'est assez impressionnant et que si on est au bon endroit, au bon moment, il y a de belles raisons d'espérer et on a tout en France, dans le tourisme par exemple, pour simplement attirer tous les touristes du monde entier. Un constat lucide en fait, un problème et plein d'opportunités finalement quand on cherche, grâce à tous ceux qui sont dans la salle sur des nouveaux modèles et sur des sujets de transformation. Alors je pense que la disruption c'est un peu un terme maintenant un peu galvaudé, c'est en cours, c'est un peu la loi de Moore, non pas appliquée au hardware mais appliquée au monde du software, des usages et des services. Le sujet c'est un peu de se dire est-ce que je fais l'autruche ou est-ce que je fais la girafe ? Est-ce que je mets ma tête dans le guidon, je me concentre sur ma feuille de mission à court terme, ou est-ce que je prends un peu de hauteur, je regarde différents sujets de l'entreprise. L'un d'entre vous, Stanislas ? Je pense que sur ces sujets de la réinvention, de la disruption, nous, chez American Express, on a un groupe qui a 166 ans. Donc c'est clair que si, avec une histoire pareille, on a été jalonné de réinvention. Donc, on ne parle même pas de disruption. Tout au long de notre histoire, ça a commencé par le transport de fonds à la ruée vers l'or, à la grande époque américaine. Et très vite, on a eu des disruptions, on a eu des éléments qui ont changé. Je vous donne quelques exemples. En 1912, tout d'un coup, sont arrivés les camions à moteur. Donc l'organisation a dû complètement changer pour passer de diligence avec des maréchals ferrants. Forcément, quand on passe à des machines, des moteurs, on n'a plus besoin de maréchal ferrant. Donc là, on était déjà dans une disruption de l'organisation qui était assez majeure. Après, quelques années après, sur le business du transport, le gouvernement américain, pour soutenir l'effort de la guerre 14-18, a nationalisé ce business-là. Donc on a été obligé d'en sortir, énorme disruption contrainte, où là, on s'est transformé, on est passé sur le traveler check, sur le transfert d'argent et le voyage. Plus récemment, on a essayé justement sur les moyens de paiement, on a été innovant en mettant pour la première fois, alors ça fait loin, hein, dans les années 72, la petite bande magnétique qui permettait de faire des autorisations de paiement en 5 secondes à l'époque en utilisant le réseau téléphonique. Après, des disruptions pour élargir aussi le business, avec des cartes de paiement comarquées en 1995, qui nous a permis de travailler avec d'autres plutôt que de travailler uniquement soi-même sur son propre business. Et plus récemment, donc dans cette réinvention, et pour répondre à ton point sur girafe-autruche, je pense qu'on est plus dans l'autruche, mais l'autruche active. Deux exemples. American Express. L'autruche positive, ouais, qui se concentre sur ses clients. Ouais. Quand on a cette histoire et quand on se transforme autant, je pense qu'il faut qu'il y ait aussi une ligne directrice. Donc là, les valeurs de sécurité, confiance et service, sur toutes les disruptions, sur toutes les réinventions du groupe, on est toujours resté là-dessus. Et ce qui fait que la marque American Express, aujourd'hui, tout le monde la connaît. Alors, il y a évidemment beaucoup d'efforts d'éducation sur les différentes choses qu'on peut faire. Et donc, plus récemment, donc on a American Express Ventures qui a investi dans énormément de startups pour bien fintech. suivre. Enfin, le mot, c'est fintech, c'est ça ? Oui, alors il n'y a pas que des fintech, parce qu'on investit, par exemple, dans une société qui s'appelle Abra, qui travaille sur tout ce qui est blockchain. Donc, encore une fois, je vous l'ai dit, fil rouge, sécurité. Là, voilà, le blockchain, c'est comment on peut sécuriser des données, des flux sans gouvernance. Voilà. Et puis après, des partenariats avec ce qu'on peut appeler des friends ennemis. American Express est clairement aujourd'hui un des principaux partenaires d'Apple Pay et qui nous permet là d'être au cœur d'une vraie révolution, de suivre, de voir les transactions, de voir ce qui se passe et donc d'être acteur. Donc on a du coup pu concentrer notre énergie sur ce qu'on contrôlait, sur notre ADN, en ayant une organisation qui se réinvente et en étant actif. Et je pense qu'on est plutôt une bonne girafe. Même si, évidemment, dans la disruption, dans l'évolution, ça peut être compliqué d'être agile. Voilà, je pense que ça, c'est un des principaux challenges pour un groupe comme le nôtre. D'accord. Et Sébastien, Microsoft et aussi ses clients, est-ce que tu as, sur ce sujet vous êtes transformé, Microsoft, en 10 ans Ce qui est intéressant, c'est qu'on se positionne comme un acteur qui accompagne la transformation numérique
nos clients. Et puis nous-mêmes, on se transforme complètement au quotidien, notamment depuis l'arrivée de Satya Nadella en janvier 2014, qui a retourné le business model de l'entreprise. Et en fait, il a dit notre ambition, c'est de devenir une entreprise cloud first, mobile first, data driven. Ouais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que globalement, on en parlait tout à l'heure, je vais plagier McDonald's, c'est venez comme vous êtes. Quel que soit l'usage que j'ai. Vous parlez des clients B2B là? Ou B2B et B2C. Quel que soit que je sois. D'ailleurs, il n'y a plus de clients B2B, B2B ou B2C. On est en B2E, business to individual. Si quel que soit mon usage en B2B, en fonction des infrastructures que j'utilise, eh ben, je vais pouvoir proposer des services qui vont s'associer à l'existant et réinventer de nouveaux business models. Et au quotidien, en fonction de l'usage que je peux avoir, je vais permettre avec nos technologies de pouvoir en faire plus auprès de l'utilisateur. Donc c'est voilà, une transformation complète. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est que notre positionnement, c'est d'ouvrir une plateforme, c'est de proposer une plateforme technologique qui permet à tout un chacun de créer, de développer tout ce qu'il imagine, tout ce qui est possible. Alors, tu m'as préparé aujourd'hui des slides, enfin, tu nous as préparé, pardon, parce qu'il y a le sujet du marketing interne voilà, ça, pour Microsoft et le Microsoft pour les clients. Est-ce que tu peux... Voilà. Allô, la régie. En fait, la question, c'était le slide d'avant. La question, oui. Le slide d'avant. C'est pas mon métier non plus, il faut accepter son ignorance. Le sujet, c'est pas la big data. Maintenant, on est passé ce cap-là, on est rentré dans des vrais domaines. Je pense que les e-commerçants sont certainement ceux qui travaillent, c'est dans l'RDL, dans la distribution, click and mortar surtout. Mais dans le domaine du marketing, que ce soit chez vous, Microsoft, et ce que vous faites pour vos clients, et puis d'illustrer par des cas pratiques. On associe souvent data, smart data au marketing, mais globalement, pour répondre à cette question, ce n'est pas le domaine que d'un métier en particulier. En fait, c'est le domaine de toutes celles et de tous ceux qui ont des idées. Et d'une certaine manière, les idées appartiennent à celles ou ceux qui ont des idées, qui sont capables de les mettre en œuvre. Et donc, pour illustrer mon propos, qui peut être assez générique, rien de mieux qu'un exemple. Et l'exemple, c'est le slide d'après, qui est passé correctement. Merci, Frédéric. Qui est un service en ligne, Ahold.net, qui a été activé il y a un peu moins d'un an dans le cadre d'une grande conférence. Merci, Frédéric. J'ai une soif d'apprendre. C'est du prédictif, je dois accélérer, c'est ça. Donc Ahold.net, pardon. Voilà, Ahold.net qui a été mis en place il y a un peu plus d'un an dans le cadre d'un grand événement à destination des développeurs. Et globalement, qu'est-ce que c'est Ahold.net? Ahold.net, au cours des 7 premiers jours d'activation, c'est 50 millions d'utilisateurs, c'est 2000 images par seconde qui ont été traitées. En pointe, c'est 1,2 million d'utilisateurs par heure. Explique-nous le service, en fait. Parce donc que... ça, c'est juste pour dire qu'en 7 jours, c'est un service qui a pris extrêmement vite, juste par analogie, par comparaison. Angry Birds, pour avoir 50 millions d'utilisateurs, il a fallu 35 jours. Facebook, alors c'était une autre époque, il a fallu à peu près 3 ans. Et alors, qu'est-ce que c'est? En résumé, c'est un site web et une application qu'on trouve aussi bien sur iOS, sur Android que sur Windows Phone, qui permet tout simplement de poster une photo ou de prendre une photo en selfie et de savoir l'âge qu'on a. Alors, on peut poster une photo à 5 ou 6, l'âge est reconnu automatiquement. Quand tu le dis, ça a l'air... Alors, j'ai pas beaucoup de cheveux, je vais pas être très masculin en disant alors, je suis un humoriste, mais je suis un peu blond. En fonction de l'exposition de la photo, il vaut mieux pas trop le faire en couple, parce que si le truc se trompe de 2 ou 3 ans en plus, ça peut poser des problèmes. Mais en général, c'est quand même assez précis. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est un accélérateur d'idées. Parce que ça permet de faire 2 choses à Ahold.net. C'est une plateforme qui est ouverte, et ça permet d'une part de donner des capacités fonctionnelles extrêmement sophistiquées au plus grand nombre. Par exemple, ici, de la reconnaissance visuelle en temps réel. C'est très compliqué à mettre en place. Et ça peut être adopté par n'importe qui autour de la planète. Je me dis qu'il y avait une fonctionnalité, je mettais ma photo, en fait, il me disait à quel chien je ressemblais. Alors, c'est le bulldog de Churchill. Voilà, faudrait qu'on teste. La deuxième chose, c'est que c'est un moteur de recommandation qui peut être mis à disposition de tous les métiers. Et donc, effectivement, par rapport à ce que tu dis, il y a eu des dérivés de cette application-là qui permettent facilement de reconnaître si j'ai affaire à un setter irlandais ou un labrador, d'aller plus loin, de savoir
à quoi ressemble mon visage d'un point de vue animal, on va dire, par rapport à un chien ou à un autre, et de me comparer à une star. Alors vous allez me dire, mais pourquoi je parle de ça? C'est que comme cette capacité fonctionnelle est disponible au plus grand nombre, il y a des grandes marques qui l'ont utilisée. Coca-Cola, pour les 100 ans de Coca-Cola, a fait des analogies a mis en place un système qui permet de trouver de comparer l'âge d'une personne à une bouteille de Coca-Cola. Et donc ça fait un buzz énorme. Et la créativité en fait n'a pas de limite par rapport à ce type de choses. Sachant qu'en plus, au départ, l'idée était venue en fait, pour s'adresser à la communauté des développeurs. Des développeurs, et c'est parti. Donc c'était vraiment les développeurs qui sont dans toutes ces entreprises. Et ça a été pensé cloud, mobile, data-driven, et dans une logique de partage et d'accessibilité à la technologie au plus grand nombre. L'autre exemple, c'est Madrid. Ce qui est intéressant, ce que j'arrête pas de dire, c'est que contrairement au one-to-one qui existait déjà dans les années 90, dont Don Pepper nous a beaucoup parlé, en fait, Don Pepper nous a parlé d'une vision, mais le niveau de maturité technologique n'était pas suffisant. Pour la première fois aujourd'hui, la technologie nous permet de mettre en œuvre toutes les idées possibles et imaginables, que ce soit en B2B ou en B2C. Mais la technologie en tant que telle, même si faire le bon choix, par exemple Windows Azure, comme les exemples que je prends est utilisé, même si le choix technologique est déterminant, c'est avant tout l'état d'esprit et la culture qu'on va insuffler dans l'entreprise qui est absolument déterminant. Faire en sorte d'avoir une culture dans l'entreprise sur tous les métiers, cloud first, mobile first, data first, est un vrai facteur de compétitivité. Et pour illustrer mon propos, deux exemples dans le domaine sportif que je trouve très emblématiques. Il y a tout d'abord le Real de Madrid, qui a sans doute... Alors c'était juste avant. Le Real de Madrid, qui est un des clubs qui a le plus de nombre de fans au monde, 450 millions de fans. Et ils ont, je pense, le dispositif le plus sophistiqué qui existe pour gérer la relation aux fans et la monétisation du fan. Parce qu'en fait, avec ces 450 millions, ils ne savaient pas très bien comment les gérer. Et donc, ils ont pris une approche cloud, data, mobile, pour comprendre comment monétiser et comprendre comment interagir avec eux. Par exemple, ils ont... Merchandising. Exactement, merchandising. Pour leurs partenaires sponsors. Absolument, pour interagir avec eux, un exemple très concret, ils ont mis en place un modèle d'écoute au niveau mondial. Ils se sont aperçus que là où il y a le plus d'interactions, c'est en Asie du Sud-Est. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Les matchs d'intersaison se passent plutôt de ce côté-là, en Asie du Sud-Est. Ils ont mis en place des dispositifs où le contenu est personnalisé avec un second écran qui est sur mobile pendant un match. Et donc, ils ont créé des niveaux de proximité extrêmement forts grâce à cette culture, à cette approche cloud, mobile et data-driven. L'autre exemple, c'est quelque chose dont on peut être très fier en France. Alors après, moi, je ne suis pas footeux, hein, donc je ne prends pas parti pour les débats. Mais c'est le grand stade de Lyon. Si on ce qu'a fait Jean-Michel Aulas, on est pour Monaco. Ce qu'a fait Jean-Michel Aulas, c'est extraordinaire. C'est le stade sans doute le plus connecté au monde, qui agrège énormément de données. Et en fait, il a été pensé non pas sur une logique B2B ou B2C, mais vraiment business to individual. Et il permet par exemple à un individu dans le stade de pouvoir recevoir son sandwich par rapport à la place où il est assis ou en situation de mobilité. Ce dispositif permet d'avoir une approche désintermédiée des tickets, enfin désintermédiation totale, et d'avoir un certain nombre de recommandations sur la manière dont est utilisé le stade. Et je peux venir en tant que spectateur ou je peux venir en tant que chef d'entreprise, réserver un espace, recevoir des clients et le stade fonctionne always on toute l'année. Pensez sur cette approche cloud, mobile, data. Alors ça veut dire qu'aujourd'hui je vais à Gerland, ça s'appelle toujours Gerland? J'appelle Grand Stade. Non, pardon. Moi c'est le rugby, alors le foot. Mais je vais à Lyon et en fait tu peux faire un super événement Radio One là-bas. Ouais. D'accord. J'en fais déjà. J'essaie déjà de faire Monte Carlo one-to-one. Est-ce que j'avais lu quelque chose en fait où, au lieu de me lever pour aller chercher quelque chose à manger ou à boire, sur le stage, je peux avoir en fait tout un tas d'expériences sur des recommandations et on-site quoi. In situ, c'est contextuel par rapport à là où tu te trouves, tu vas recevoir avec ce que tu as envie de manger, etc. Internet des objets, il y a tout un réseau. Et il y a un dispositif en machine. Il va y avoir de plus en plus d'objets connectés. Le stade sera de plus en plus connecté pour s'améliorer, pour avoir une expérience client, une expérience sur le stade qui sera de plus en plus élaborée. Quelque chose qui est intéressant, si tu peux creuser encore, c'est l'idée. Parce que tu t'es passé dessus brièvement, mais chez SNCF, il y a des gens, chez Amex, il y a des gens, dans la salle, des dirigeants d'entreprise. C'est quoi le concept philosophique de en fait, tous ceux qui ont une idée, c'est pas un vœu pieux, hein, on sait tout ce que c'est, il n'y a pas non plus... l'ensemble de tes collaborateurs ne viennent pas te voir le matin en disant j'ai une idée, et voilà. Donc comment on gère, ce que je veux dire, c'est la créativité et le lien entre cloud et data chez Microsoft Azure et tous les outils, la suite d'outils que vous avez développés pour les entreprises.
cette idée-là, c'est... Moi, je vais répondre très brièvement pour laisser D'accord. la parole à Franck et Stanislas. Mais globalement, le point, c'est que la technologie permet de mettre toutes les idées en œuvre, et après, c'est une affaire de culture et de gouvernance. Avoir une gouvernance à la croisée d'outils, de process et de compétences au service de tous les métiers. Donc après, on parle de mutualisation, de test and learn, de capacité à pouvoir élaborer de nouveaux business models, mais dans un contexte de gouvernance, penser, structurer en amont dans cet état d'esprit cloud, mobile et data-driven, permet de faire la différence en misant sur les bonnes technologies. Donc c'est aussi une affaire de choix entre l'infiniment grand, un nombre infini d'outils aujourd'hui. Pour un marketeur, il y a tellement d'outils, c'est compliqué, alors il faut miser sur les bons. Le nombre d'objets qui est absolument infini. Et les faire travailler ensemble. Et les faire travailler ensemble. Et puis l'infiniment petit, qui est le temps de bande passante d'un client et comment je vais imprimer dans son cerveau. Et donc l'idée, c'est de mettre en place une gouvernance à l'intersection de tout cela. Tools, process, people, infiniment grand, infiniment petit, et balancer tout ça. Merci beaucoup parce que c'était illustré, enfin, en tout cas pour moi. La notion de parcours consommateur est d'aller plus loin sur vraiment la gestion des points de contact et des moments de vie dans le temps et dans l'espace de l'audience, des consommateurs et de leur expérience des plateformes de marque. C'est un sujet parce que changer, on a tous compris qu'on changeait tout le temps. Mais aujourd'hui, ça devient beaucoup plus prégnant et parfois urgent dans certaines entreprises. Et Franck, je crois que tu as l'expérience des dernières années. Là-dessus, peut-être ce qui est important, nous on est passé d'une notion de... Alors, on était un distributeur qui est un mot que je n'aime pas, et donc on vendait des billets de train, d'avion, d'hôtel, etc. Certes beaucoup, avec plein de data, je ne vais pas revenir sur le sujet data, mais on est irrigué avec une vraie culture de la data, mais il faut distinguer en fait la data, comment la rendre intelligente, et ensuite comment l'activer. Et autant je pense que l'intelligence... On adore ce mot, l'activation de la data, c'est ce qui est important. Voilà, donc autant l'intelligence, je pense qu'il faut qu'elle soit concentrée. C'est un métier spécial qu'on garde en interne, autant l'activation, elle doit être complètement délocalisée dans tout un tas d'endroits de l'entreprise. Et nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on se veut une Happy Traveler Factory qui construit du voyage, fabrique du voyage pour les gens. Et ça signifie qu'en fait, on remonte dans la chaîne vers l'inspiration et qu'ensuite, on descend dans la chaîne aussi vers comment on comble le voyage de façon personnalisée en fonction de qui on a en face de nous. Et la façon avec laquelle on le fait, donc c'est dans l'activation, c'est qu'on a, en fait, on a un peu éclaté l'entreprise, où on l'a décentralisé, en mettant ce qu'on appelle, nous, des feature teams. Donc on a une douzaine de feature teams qui sont des équipes mixtes, à la fois market, dev, tech et métier, et qui chacune est responsable de sa feature, donc de sa séquence en particulier, et qu'on dote de tous les moyens de connaissance, de tous les outils de tracking, et à qui on donne des objectifs macro, augmenter le taux de conversion de telle séquence. Et ce qu'on voit, c'est que ces feature teams, une fois qu'on les a mises en place, elles font deux choses. D'une part, elles ont diminué à peu près le time to market, elles l'ont divisé par 3 dans nos projets. C'est encore tout récent, hein, donc on apprend, mais on a mis ça en place il y a à peu près 1 an maintenant, et là on l'étend beaucoup. Donc on a un TTM qui a été divisé par 3. Un TTM ? Un time to market de nos projets qui a été divisé par 3. Et la deuxième chose très intéressante, c'est que on s'était dit au début qu'on allait cadrer de façon un peu trop serrée ce qu'on lui donnait comme objectif. On pouvait être dans une approche un peu trop héroïste, productiviste, donc on voulait un peu bien tout faire dès le départ. Et en fait, ces équipes-là, parce que justement, à la question est-ce qu'on vient me voir tous les matins pour mettre en œuvre une idée? Non, par contre, il y a des lieux justement où ces idées elles peuvent être mises en œuvre parce que les équipes sont en pleine autonomie, elles savent rendre intelligente et activer la data sur des séquences qui sont clés et dont elles sont responsables. Et donc en fait, ce qu'on imaginait a été complètement dépassé. Alors 2-3 exemples, pareil, ce qu'on voit, on vient de développer un algorithme de destination qui, quand il pousse la promo, la pousse à la bonne personne, qui pousse à la bonne personne
une promo orientée certes sur ses consommations, mais aussi sur ce qu'elle peut être appétente à consommer compte tenu de son profil, compte tenu de ce qu'il y a aujourd'hui en activité promo, de sa géolocalisation. Et on voit que cet algorithme a complètement amélioré, avec de la géoloc en plus, les taux de clics. On a eu des taux de clics qui ont été multipliés par 5 sur nos dernières campagnes en activant simplement cet algorithme. Donc ça, c'est quelque chose de très fort. L'autre point, c'est en termes de market relationnel. Grosso modo, on souhaite vraiment cibler la pression qu'on gère sur chacun en fonction de l'appétence et de la réceptivité de la personne. C'est très luxe comme approche. Les Alors, spécialistes du luxe disent no push, less is more, no push. Mais c'est vraiment ça, de se dire, on peut se donner des objectifs globaux de réduction de pression, mais ce qui compte le plus, c'est vraiment de se dire qu'il y a des gens qui n'en ont pas assez, et donc pour lesquels ce qu'on exerce aujourd'hui n'est pas assez, donc il faut toujours pousser un peu plus. Et simplement, ceux auprès de qui il n'y aura pas de réponse, il n'y aura pas de réactivité, ceux-là, eh bien, on les laissera tranquilles. Et on n'est pas encore dans une gestion de la pression relationnelle à la demande du client, mais c'est vraiment ce vers quoi il faut aller de plus en plus. Et en plus, pour reprendre le mot éclaté, c'est-à-dire des organisations qui étaient un peu comme ça, aujourd'hui, quand tu dis éclaté, il ne faut pas se tromper, ça veut dire en gros de faire en sorte qu'on est plus en étoile ou par village, alors elles sont complètement en étoile, transverse. Voilà, et dans le petit graphe que tu montrais tout à l'heure, c'est que chacun des outils, chacun des insights en matière de data est donné à l'équipe en question, qui est mixte, pluridisciplinaire. Et alors après, ça soulève d'autres sujets autour du management agile, où je pense qu'il faut réconcilier la techno, le client et le management. Et c'est ça qu'on essaie de faire et que je pense qu'on est en train de réussir chez nous. D'accord. Et alors, Sébastien, quand je regarde le data-driven marketing sur le marché, il y a des sociétés qui sont très en avance, il y en a qui le sont un peu moins. Vous êtes, je dirais, mais c'est un parti pris plutôt en avance. Justement sur cette notion du point de contact, vous avez énormément de produits et en fait tout ça, ça interagit. Et donc cette notion de parcours, point de contact, offline, online. Moi tout de suite je pense au Tech Days par exemple, mais je sais pas. Alors je prends l'exemple de Tech Days et juste avant. Enfin, peut-être l'événement des Tech Days. C'est une question très vaste, mais je vais répondre par deux exemples. D'un point de vue produit, l'idée c'est de pouvoir analyser des données en temps réel pour pouvoir offrir le meilleur niveau d'expérience. Par exemple, Bing, ce n'est pas une version de Bing qui existe, il y a 100 versions différentes qui existent. Et en fonction des données, on essaye d'améliorer en permanence le produit. Et Windows, c'est pareil, avec des notions de télémétrie pour pouvoir améliorer le produit en tant que tel. Donc ça, c'est une démarche, une posture qu'on essaye d'avoir, c'est d'interagir en permanence, en temps réel avec la donnée client pour améliorer l'expérience client. Deuxième point, là, c'est plus mon métier en tant que marketeur. D'ailleurs, je vais faire un slide pour illustrer un peu le propos. J'ai une formule que j'aime bien qui est 1 puissance 4 égale 1. 1 puissance 4 égale 1, ça paraît une évidence, mais en fait, ça symbolise deux choses. Ça symbolise, d'une part, la capacité à pouvoir exécuter dans l'unité de la pluralité des métiers. À l'ère du digital, aujourd'hui, on fonctionne en réseau, en virtual team, par somme de compétences pour atteindre un objectif donné. Et 1 puissance 4 égale 1, ça illustre également une transformation, et la transformation à un moment donné où tout va bien. Donc c'est une prise de risque. C'est quand tout va bien, par moment, qu'il faut savoir changer, faire évoluer les choses. Très concrètement, quand on va marquer Microsoft Experience Online, c'est un nouveau branding, c'est une nouvelle marque, pour un événement qu'on a lancé il y a 10 ans au départ, qui marchait très bien. Les Tech Days, co-créés il y a une dizaine d'années, c'est un événement Microsoft en France, qui a été décliné au niveau mondial. C'est 18 000 à 20 000 personnes pendant 3 jours, c'est 200 000 personnes en ligne, et ça marchait super bien. Et on s'est dit, on se transforme, il faut incarner la transformation par un nouveau dispositif, et c'est peut-être le moment de le faire. Et pourquoi 1 puissance 4 égale 1 et cette exécution dans l'unité, c'est qu'à la genèse de ce nouveau dispositif et de ce nouveau branding, on s'est dit, on va penser le dispositif social first, fois mobile first, fois vidéo first, fois first party data first. Et quand on dit ça, ça paraît évident, mais ça nécessite une manière d'exécuter une gouvernance, une structure dans les équipes qui est assez différente, de manière à offrir le meilleur niveau d'expérience pour nos clients et pour nos partenaires. Stanislas Alors, la réponse sur les silos, pour moi, elle est vraiment évidente. Quand on est une société de services qui a des clients premium
qui, en gros, sont hyper exigeants, qui, dès qu'ils ont un problème, ils veulent la réponse tout de suite. Donc Je si te vous confirme. jouez les silos, si vous jouez, vous êtes venu par un canal et moi je représente un autre canal, ou moi je fais partie du service qui résout les problèmes X et pas les problèmes Y, vous allez au désastre directement. Donc nous, la collaboration, c'est vraiment ce mot-là qu'on utilise le plus. Il fait partie des objectifs de chacun. On a tous des objectifs, évidemment, quantitatifs, Hardcore, mais la collaboration, donc on n'a pas besoin de créer des commissions, on n'a pas besoin de créer des groupes de projets. C'est, voilà, quand on doit résoudre un problème d'un client, on est tous en face de celui-ci et on doit lui trouver une solution. Donc voilà, donc c'est avant tout la collaboration, les silos, les guerres évidemment de chapelle, on verra dans le point suivant. Il y en aura forcément toujours, mais face aux clients, il n'y a pas de chapelle, il n'y a qu'une bonne réponse et une marque à représenter. On a traité ce point d'une certaine manière. C'est plus concret, c'est-à-dire si on raisonne d'un point de vue marketing, vous qui êtes, enfin, je parle, toi tu chapeautes tout chez Voyage SNCF, mais vous avez des casquettes de marketing officer. C'est souvent un sujet entre ce qu'on remarque dans beaucoup, moins en moins, mais quand même le sujet, on l'aborde maintenant de cette manière-là, c'est de dire souvent, je pourrais citer des exemples, dans la finance, dans le voyage, dans l'automobile, il y a l'équipe branding, puis il y a l'équipe acquisition, qui est souvent ici d'ailleurs, parce que c'est la métrique, les experts du panier, etc. Et souvent, on a un sujet, c'est le branding est là, la marque, et puis il y a notamment une entreprise qui m'a dit « Ah non, moi, le data-driven, c'est pas mon périmètre. Moi, c'est la marque. » Et puis ensuite, de l'autre côté, il y a les équipes de l'acquisition, on va dire, pour simplifier, parce que j'aime pas le terme performance, parce que ça veut dire que les autres leviers marketing, c'est l'argent par les fenêtres, qui sont des experts, mais qui n'ont pas la notion aussi d'une marque, ce qui fait que la différence entre un Dell et un Apple, c'est un petit peu, il y en a une qui a une valeur immatérielle de marque, et l'autre qui l'a un peu perdu, qui est plus dans une notion de commodité. Et souvent, sans s'opposer volontairement, elles sont un peu éloignées. Et c'est souvent le cas. Et souvent notre travail, notre feuille de route de nos clients, c'est de dire, ce qu'on nous donne, c'est de dire rapprocher les deux. Est-ce que, très succinctement là-dessus, c'est le cas chez vous? Vous allez me dire oui. Bon, ok, très bien. Une grande question, 3 réponses, oui. Non. Non, mais je pense que c'est même un peu réducteur. C'est-à-dire que pour moi, on a vu tout à l'heure le poids de l'immatériel de la marque qui doit irriguer tout le monde. Et donc, l'opposition, si elle existe entre les équipes branding et acquisition, alors elle doit évidemment pas exister. C'est pas qu'une question d'organisation. Il faut juste que les gens comprennent leur rôle et qu'on remonte vraiment à la contribution de chacun et non pas à la simple attribution. Donc ça, c'est clé. Donc là-dessus, c'est indispensable d'avancer là-dessus, d'avoir dépassé cette opposition et que les équipes en charge du branding et les équipes en charge de l'acquisition comprennent complètement leur rôle respectif. Mais au-delà de ça, le poids de la marque et tout ce que doit irriguer, représenter la marque dans chacun des points de contact, dans chacun des moments de vérité client, ça doit concerner tout le monde. Et donc, nous, on a fait une espèce de branding squad où cette marque Happy Traveler Factory, on la décline dans tous les points de contact et d'échange avec le client. Pour certains clients et pour un e-commerçant comme nous, le contact qu'il pourra avoir au téléphone avec quelqu'un de physique ou en tout cas avec lequel il a un contact téléphonique pourra être beaucoup plus important que le spot publicitaire qu'il aura vu ou la bannière qu'il aura perçue. Donc voilà, je pense que moi je remonterais même d'un cran un peu plus sur l'importance du branding. Je suis un peu bas de plafond. Non, c'est pas ça que j'ai. Mais c'est voilà. Et après, ce point-là est évidemment indispensable. Après, ce qu'il faut là-dessus, c'est avoir les bons modèles, les bons outils en interne, mais aussi en externe, avec des gens comme vous, pour réconcilier vraiment la réelle contribution de chacun des canaux. Et c'est ça qui est important. Voilà. Et après, je pense que la meilleure façon de faire, une fois qu'on a dit ça, c'est beau comme un livre, mais comment faire? Nous, ce qu'on essaie, c'est de simplement faire rentrer le client tout le temps. Donc, dans la co-construction, qui soit là aussi. J'avais été sollicité, maintenant j'y pense, que c'est l'histoire du... On a reçu un questionnaire ou je sais pas, une expérience de test, non? Ouais, alors il y a ça, dans tous les développements qu'on fait, notamment les développements majeurs, on les fait maintenant en co-construction avec le client, en faisant évoluer la version au gré de ce qui lui semble bien. La dernière qu'on a faite, c'était
nouvelle page de vie qu'on a, où il y a 300 000 personnes qui ont participé activement, et avec du coup une page de vie qui leur ressemble, qui ressemble à leurs attentes. Donc voilà, on met vraiment le client à toutes les étapes. Après, on le fait venir, y compris physiquement d'ailleurs, dans des échanges qu'on a pour la résolution de tous ces bugs petits irritants, pas que en analysant des questionnaires de SAT, des éléments de notation, mais voilà. Donc on le fait rentrer, y compris physiquement, chez un e-commerçant, et je trouve que ça a du bon. On en a fini. Moi, ce que je remarque souvent, enfin, de mon côté prestataire de marques, de plateformes de sociétés qui sont plutôt click and mortar, c'est qu'on voit apparaître en fait les grands cabinets de conseil, les Big Four, les Fat Five, type Boston Consulting Group, qui mettent le doigt en disant toute la production, c'est fait, c'est réglé. L'aspect physique, c'est réglé, la production. L'aspect RH, c'est réglé. Par contre, le marketing, pour les prochaines années, il y a 25%, c'est un chiffre que j'ai entendu, 25% de productivité dans tous les leviers marketing à travailler ensemble. Et en fait, ils parlent tout en haut, au COMEX, board, pas souvent au niveau des équipes marketing, en disant il faut désiloiser, etc., mais de manière vraiment très volontariste. C'est-à-dire que c'est un débat qui existe depuis que le marketing existe. Travailler ensemble, c'est le sujet. Comment on fait une réunion ensemble, comment on prépare une réunion ensemble, enfin, etc. Mais aujourd'hui, c'est devenu un vrai enjeu parce qu'en fait, c'est l'endroit où, en fait, si aujourd'hui une entreprise veut dire je veux délivrer du dividende, le CEO veut avoir son avenir aussi devant lui. Et notamment, d'ailleurs, j'avais un chiffre qui disait 18%, enfin, la vie d'un CMO, c'est 18 mois. Un vrai point qu'on m'a donné aussi, c'est de dire oui, mais enfin, ce qu'il y a, c'est que c'est up or out. C'est-à-dire qu'une grande partie des CMO qui quittent leur job à 18 mois de CMO deviennent CEO, dans beaucoup de cas. Et ça, c'est intéressant. Et c'est vrai. Ou soit c'est out, mais voilà. Quelqu'un me disait aussi hier, c'est simple, sur les pure players aujourd'hui en France, il y en a une poignée qui sont réellement profitables, du fait d'Amazon. Les autres ne peuvent pas vivre. Sauf si vous êtes dans un secteur où Amazon n'est pas présent, par exemple. Alors Google Express, c'est un sujet, c'est aujourd'hui aux États-Unis. Et le sujet, c'est vraiment de se dire, l'enjeu, il est surtout sur les grands groupes click and mortar. Au travers des expériences, par exemple, alors, le SNCF fait partie de cette poignée, mais au travers des expériences de sociétés qui sont pure players, innovantes et en réussite. Bon, ça, c'était un peu ma contribution. Est-ce que, pour ne pas dépasser le temps, est-ce que des questions dans la salle? Ingrid? Est-ce qu'on a des questions dans la salle ou Gala? Non? À Biarritz, c'est plus participatif ou alors c'est moi? J'ai éteint. Alors, je vois pas des questions dans la salle ou pas? Je peux continuer sur un sujet, c'est celui-ci. Bon, vous pouvez vous lever, et puis comme ça, je comprendrai qu'il faut fermer le dossier. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, parfois on voit des pages en A4, ou maintenant c'est A3, il y a plein de logos. Il y avait un truc qui s'appelait l'Humascape, dans le sujet des marketing technologies et des advertising technologies. Et ça a perdu tout le monde. Ça fait 6 ans que ça dure. Ça a perdu tout le monde, comme la varicelle. Et tous les mois, il y a de plus en plus de logos. Et en fait, c'est de se dire, mais non, soyons un peu sérieux, c'est pas un conte de fées de Perrault, c'est pas une petite histoire qu'on peut se raconter et puis ensuite on passe à autre chose. C'est de se dire, finalement, oublier un sujet, tout comme dans le e-commerce, c'est ce fameux... Des gens l'ont vu ou pas? Ou je parle tout seul? Oui? Bah, faites oui par politesse ou... voilà. Type qui est dans un couloir tout seul. Il y a un type qui rame sur la plage. Mais finalement, c'est une pyramide. C'est une pyramide où en haut, vous avez, pas les GAFA, mais on va dire un peu quand même, Google, Facebook sont les gorilles hégémoniques. Et vous êtes forcément sur cet endroit, plutôt dans la colonne de droite, que vous soyez détenteur de droit, une marque e-commerce ou une marque click and mortar. Si vous êtes une société de conseil, vous travaillez pour eux, je pense à Converteo dans la salle.
Arthur Delitel, Converteo, que vous soyez dans le média ou que vous soyez une agence, en fait, vous avez tout un sujet, c'est de choisir les bonnes technologies qui se parlent entre elles. Et le sujet, c'est qu'en fait, vous avez tout en haut ceux qui sont hégémoniques dominants, c'est-à-dire qu'en gros, ils disruptent tout. Ceux qui font plus d'1 milliard, félicitations, Cocorico, Criteo, Amazon. Et puis, vous avez tout ce que j'appelle en bas, le dernier étage, c'est en fait les écuries d'Ogias. Dedans, il y a des étoiles filantes, des très belles sociétés qui vont naître, qui sont nées et qui seront aujourd'hui peut-être 10, 15 personnes et qui seront demain, dans 5 ans, 400, 500 personnes. Mais il y a aussi des sociétés qui sont elles-mêmes en phase de disruption ou qui sont elles-mêmes dans un métier, mais qu'aujourd'hui, tout ce qu'on a expliqué, c'était de se dire il faut pouvoir travailler ensemble parce qu'on ne peut pas avoir des outils pour le mobile, des outils pour le CRM, et tout ça, ça ne se parle pas entre eux. Et puis au milieu, on va dire un certain nombre d'acteurs qui ont... Voilà. Parce que sinon, le marché, c'est ça. Déjà, la TAM, dans certains marchés qu'on couvre, par exemple de Paris, chez nous, on s'aperçoit que dans certains marchés, c'est déjà le cas. C'est-à-dire que les marques sont dépendantes d'un acteur qui a la clé. C'est un coffre-fort, il a la clé, pas vous. Et c'est un enjeu, puisque ça permet l'innovation, c'est pas évident. Donc ça, c'est un peu les investissements aujourd'hui dans certains pays, où en fait 80% vont à deux, et tiennent le marché, ou tiennent vous. Et l'innovation vient... Qu'est-ce que craint Larry Page? C'est pas... Larry Page ou Sergey Brin, ils disaient eux-mêmes, disaient nous, à l'époque, il y a longtemps, ils disaient non, nous, Microsoft, non, sur la recherche, c'est pas notre sujet. Par contre, 2 gars dans un garage qui vont faire très très bien un sujet qu'on est en train de faire, mais qui vont faire vraiment très très bien, ça nous intéresse. C'est le bas de cette pyramide. Et c'est un sujet sur les choix des entreprises de dire attention à l'écosystème que je vais choisir dans mes prestataires. Est-ce qu'ils parlent ensemble? Et est-ce qu'ils sont scalables? Est-ce qu'ils ont un global footprint si c'est des enjeux globaux? Est-ce qu'ils ont une techno propriétaire transparente et auquel ils me donnent accès pour l'intégralité des métiers de mon entreprise, les techos, les experts métiers, les experts du marketing? Parce que sinon, je choisis un énième supplier que je vais utiliser pendant 2 ans et je n'ai pas fait de due diligence. J'ai souvent des clients, je dis écoutez, on n'est pas Google, on est plus de 450 dans le monde, on a 5 ans, on est 45 à Paris, notre Chief Product Officer à San Francisco est français. Donc quand on dit Monoprix ou SNCF, il connaît, ce qui n'est pas toujours le cas dans les sociétés américaines. Mais c'est de dire, faites votre due diligence, parce que la première des due diligence, c'est tout le monde ne peut pas faire du transport de train en France. C'est pas vrai. Notamment, le premier des conseils, c'est je dis, écoutez, je veux bien savoir comparer telle société, qui est certainement très grande, que je connais par ailleurs, mais s'ils sont 30 et qu'il y a 2 ingénieurs, soit les 2, c'est Hawking et Einstein, et dans ce cas-là, ils ont intérêt à sortir de ces sociétés et à aller créer leur propre boîte, mais a priori, il faut un peu de masse, quoi. Il faut créer de la techno propriétaire qui aille vite et qui s'adapte aussi bien à des clients dans la banque, le high-tech, le tourisme, la distribution, etc. Voilà. Et on en a fini. Pas de questions? Pas de débat? Je voulais remercier Franck, Sébastien, Stanislas et vous tous dans la salle. Bon gala, bonne robe de soirée. Et puis, merci d'avoir partagé ces idées. Bonne soirée. À bientôt.